Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, cette semaine, nous allons revenir sur l'American Panic qui a eu lieu suite à des débordements, des bavures policières avec la police qui est intitulée officiellement désormais la police de Donald Trump, l'ICE pour les plus connaisseurs. On enchaînera bien sûr avec notre dossier de la semaine qui sera consacré à la censure des réseaux sociaux. Pour commencer, eh bien, l'État a décidé de s'attaquer aux mineurs, mais bientôt cela concernera également les majeurs et donc la majorité, vous l'aurez compris. On n'oubliera pas nos habituelles pastilles de l'information et puis notre portrait piquant qui cette semaine est une rediffusion du portrait piquant de Pascal Praud. Si vous êtes prêts, eh bien, je vous rappelle, avant qu'on commence, qu'il est nécessaire de cliquer sur le petit pouce en l'air et de laisser un commentaire. Cela ne vous prend que quelques instants et cela soutient vraiment notre vidéo dans l'algorithme de YouTube. Alors, un grand merci d'avance à tous ceux qui le font. Et maintenant, on va pouvoir y aller. Le Monde titre ainsi « Immigration, la dangereuse stratégie de la tension de Donald Trump ». Et effectivement, l'Amérique est sous tension actuellement, Jean-Yves, puisqu'il y a eu deux personnes qui ont été tuées par la police de l'immigration, la ICE, comme on en entend parler partout dans les médias aujourd'hui. Il y a eu donc la mort d'un infirmier, Alex Pretty, le 24 janvier dernier, mais également le décès d'une autre manifestante, Renée Good, dans la même ville, à Minneapolis. Jean-Yves, est-ce que vous avez déjà un premier commentaire à faire sur ces bavures policières? Je crois d'abord qu'il faut mettre les choses en perspective. Quand la police intervient, elle fait usage de la force et il peut y avoir des accidents. Voilà, ça fait partie des choses. Et bien entendu, ces accidents qui sont parfois provoqués, parce qu'il y a toute une démarche de l'extrême gauche pour provoquer ces incidents. Eh bien, évidemment, ils peuvent être exploités dans des opérations, dans des campagnes psychologiques, dans des campagnes de manipulation de l'opinion. Et on a un certain nombre d'exemples en France ou aux États-Unis. Vous avez eu en France l'affaire de Zayed et Bouna qui a débouché sur les émeutes de 2005. Vous avez eu aux États-Unis l'affaire de Floyd qui a débouché sur l'affaire Black Lives Matter où on obligeait les policiers dans le monde entier à se mettre à genoux. Vous avez eu en France l'affaire Adama. Vous avez eu l'affaire Naël. Alors, ce sont souvent des événements regrettables pour lesquels la responsabilité policière est plus ou moins engagée. Il semble effectivement, dans le cas des États-Unis, là, elle soit engagée. Mais il faut bien voir qu'il y a derrière une montée des médias du monde entier pour manipuler les opinions publiques. Et je pense qu'il faut rester tout à fait lucide vis-à-vis de ces opérations. L'objectif, c'est de manipuler les opinions publiques pour imposer l'absence de contrôle de l'immigration. C'est ça l'objectif. Il y a un objectif médiatique derrière ces campagnes qui dépasse très largement le camp américain. On a l'habitude maintenant presque de voir la police des États-Unis se comporter un peu comme des cow-boys, ce qui va être intéressant là dans l'immédiat. Mais ça ne justifie pas forcément un tsunami lacrymal mondial. Oui. Parce que là, on a un tsunami lacrymal mondial. Oui, bon, la police des États-Unis, elle est effectivement, elle escalait. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, je n'avais pas tellement confiance dans la police américaine, même si je me gardais bien de manifester dans un pays qui n'est pas le mien. On ne rentre pas, sinon, de toute façon, si on n'est pas d'accord. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est que justement, il y a tout un narratif médiatique qui cherche à mettre ces bavures policières
100% sur le dos de Donald Trump. Et je vous propose d'écouter un propos de Léa Salamé, c'était dans le JT de France 2. On l'écoute tout de suite. Je le cite. Mais combien d'hommes composent cette fameuse et controversée police de Donald Trump? Combien de milliards de dollars lui sont alloués? Qui la dirige? La police de Donald Trump. Voilà ce que Léa Salamé déclare. Madame Glucksmann, la représentante de l'extrême centre. Alors ICE, ça existe depuis combien de temps, Jean-Yves? Ça existe depuis 2003, c'est-à-dire depuis le président George Bush Jr. Elle a été utilisée ensuite par M. Obama et par M. Biden. C'est une police aux frontières, c'est une police américaine. Et c'est vrai que les polices américaines, elles n'ont pas exactement le même mode de fonctionnement que la police française, voilà. Mais c'est pas lié à Trump, c'est lié assez largement à la culture américaine. Bon, au demeurant, c'est normal qu'un grand pays ait une police de l'immigration. En France, il y a une police de l'immigration qui s'appelle d'ailleurs la police des frontières, voilà. Il y a eu un intervenant, Jean-Yves, sur le service public. Ça va vous intéresser. Un intervenant extérieur, un correspondant, qui a tenu des propos assez éloignés du dogme, ou du moins de ce qu'on entend d'habitude. Et je vous propose de l'écouter, c'était sur France 24. Trump et son gouvernement ont pris la défense de la ICE. Que cherche finalement à faire le président américain en alimentant autant cette tension, en jetant de l'huile sur le feu? Mathieu Mabin à Washington. Alors, je vais sans doute vous surprendre, mais avec les années, les observateurs assidus de la vie politique américaine ont appris à décoder Trump. En tout cas, de ce côté de l'Atlantique, un peu mieux que du vôtre, et c'est d'ailleurs parfaitement normal. Ce que veut Donald Trump, c'est tout simplement ce qu'il dit. Donald Trump veut faire baisser drastiquement le nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire américain. C'est sa feuille de route. Et pour cela, contrairement aux apparences, il ne mise pas principalement sur ICE ou sur une quelconque police. Donald Trump mise sur la peur. Regardez ce que nous sommes en train de faire comme tous les médias de la planète à ce moment même. Nous diffusons en permanence la traque, ou ce qui a l'apparence au moins d'une traque généralisée aux étrangers aux États-Unis. Que croyez-vous que cela a comme effet sur les candidats à l'immigration clandestine? Ces hordes de policiers fraîchement recrutés, à peine formés, harnachés comme s'ils partaient en Afghanistan, ce ne sont pas les arrestations qui réduisent le nombre de migrants illégaux dans ce pays, en tout cas pas majoritairement, c'est la dissuasion. Depuis que Donald Trump est retourné dans le bureau ovale, les franchissements illégaux à la frontière sud du pays sont proches de zéro. Vous m'entendez bien. Il n'y a quasiment plus de candidats à l'aventure américaine, en tout cas pas l'aventure clandestine. Il n'y a plus non plus de petits cadavres qui flottent dans le Rio Grande, comme on en repêchait par centaines durant le mandat de Joe Biden. Nos équipes y étaient, elles s'en souviennent. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, Barack Obama a sans doute mené une politique d'expulsion 2 fois plus efficace que celle de Donald Trump. Les experts parlent ici de 350 000 expulsions en un an. C'est à peu près la moitié de ce qu'a revendiqué le Homeland Security Department, les bonnes années, sous Barack Obama. En revanche, l'effet qu'est parvenu à produire Donald Trump dans des proportions 4 fois supérieures à celles de Barack Obama, ce sont des départs volontaires avec 1,6 million, certains disent même 1,9 million. Alors Jean-Yves, est-ce que tout ça est une vaste entreprise finalement de communication avec des ratés, bien sûr? Oui, alors en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que la communication, au fond lacrymale des médias mondiaux, sert d'un certain point de vue Trump parce qu'elle dissuade les gens de venir clandestinement aux États-Unis et elle incite ceux qui y sont clandestinement à repartir volontairement. Voilà. Et donc, c'est plutôt une chose positive. Il souligne d'ailleurs quelque chose qui est important, c'est qu'à partir du moment où on dissuade l'immigration clandestine, on supprime aussi les morts liés au franchissement irrégulier de rivières ou de mer. Donc c'est un propos assez nuancé finalement. Les médias sont globalement d'extrême gauche ou d'extrême centre, donc les démocrates sont des gentils, les républicains sont des méchants, et Donald Trump est très très méchant. C'est un clivage naturel. Et alors, ça s'amplifie en traversant l'Atlantique en plus. Parce que comme l'a dit ce reporter qui est sur place, la situation sur place est différente de la perception qu'on en a en France. Ce que je retiens de très important dans ce qu'il a dit, c'est l'ampleur des départs volontaires.
et qui sont des départs volontaires parce qu'il y a quand même des incitations financières et psychologiques à repartir. Exactement, oui, il y a des aides pour repartir. Voilà. Il y a des aides pour repartir, absolument. En France, il y a une entreprise qui est dans la tourmente actuellement, Jean-Yves. Il s'agit de Capgemini, qui est accusée de fournir des données pour retrouver les migrants, donc des données à la police ICE. Et je vous propose de regarder cette vidéo de France Info et surtout d'écouter la petite musique quelques instants. C'est un contrat en or signé par Capgemini avec ICE, la police de l'immigration de Donald Trump. Jusqu'à 365 millions de dollars pour localiser des sans-papiers. Mais depuis notre enquête, le groupe français assure toujours ignorer les détails des activités de sa filiale américaine. L'œil du 20h, c'est une des succursales, si je puis dire, du 20h de France Télévisions, et c'est toujours extrêmement engagé. C'est du documentaire engagé. Là, il cible une entreprise française, une entreprise technologique française, qui travaille avec l'ICE, et ils expliquent que tout ça est absolument scandaleux. Et pour bien montrer à quel point c'est scandaleux, ils choisissent des images qui font un peu peur, et surtout, il y a un son, un ton qui est un ton, il faut bien le dire, de propagande. Rien que le ton conduit à dire « Oh là là, mais c'est terrible, ce que font ces gens-là, c'est épouvantable ». C'est le son, c'est une technique de propagande. On dit que la musique dans le cinéma, c'est souvent l'âme du film. Donc effectivement, la musique dans les reportages, c'est souvent là où on cherche à vous emmener. L'âme de la désinformation. Et on commence notre dossier du jour sur la censure des réseaux sociaux avec cette annonce de l'Assemblée nationale en séance lundi 26 janvier 2026. Il y avait donc la loi pour protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Vous validerez la formule, Jean-Yves Flutard. Il n'y avait qu'une seule motion de rejet, pardonnez-moi, préalable. Elle avait été déposée par monsieur Louis Boyard. Finalement, on le sait, cette loi de protection des mineurs a été adoptée à la quasi-unanimité, donc sauf quelques vaillants des LFI. Sauf les filles, absolument. Vous avez un commentaire à faire, d'ailleurs. Oui, j'ai failli, et je regrette de ne pas l'avoir fait, j'ai failli retweeter Louis Boyard, ce qui est un peu étrange, parce qu'il a dit des choses plutôt justes, et notamment que c'était peut-être pas à l'État de gérer les enfants à la place des parents. C'est quand même assez étrange que ce soit un député LFI d'extrême gauche qui dise cela, mais c'est plutôt juste. Il n'y avait personne d'autre pour le faire, visiblement. Bah, apparemment non, non, à l'Assemblée, ils ont oublié ça, voilà. Il faut souvent se méfier des gens qui cherchent à trop nous protéger. Oui. Alors justement... Et puis l'État n'a pas rentré, il n'a pas rentré au sein du domicile familial, voilà. Ça, c'est quand même... le totalitarisme, c'est ça. C'est quand l'État rentre dans la famille. Exactement. Alors justement, Jean-Yves, je vous propose quelques propos d'Emmanuel Macron ainsi qu'à nos téléspectateurs. Il dit ceci. Donc interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est ce que préconisent les scientifiques. Donc toujours cet appui pseudo-scientifique. Oui. Hein, pour le Covid, c'était la même manipulation. C'est ce que demandent massivement les Français. Oui. On les a assez peu entendus. Les Français, s'ils ont des enfants, ils peuvent appliquer le principe. Hein. Bien sûr. Voilà, n'hésitez pas. Allez-y. Il faut que cette interdiction soit effective dès la rentrée prochaine. Ainsi donc, c'est la procédure accélérée. Bon, c'est intéressant, on peut faire des choses en France, donc, visiblement, rarement, mais pour ce genre de sujet, on peut. Le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre, ni aux plateformes américaines, ni aux réseaux chinois. Ça alors, on est en train de se rendre compte que les grandes entreprises de réseaux sociaux sont détenues par des puissances étrangères. Et enfin, nous ne voulons pas de la génération anxieuse, mais d'une génération qui croit en la France, qui croit en la République et ses valeurs. Nos enfants et nos adolescents seront enfin protégés, j'y veillerai. Ça me fait presque peur, moi, de lire un truc pareil. Oui, absolument, oui. Alors écoutez, moi j'ai une anecdote, c'est très ancien. Hein. Il y a 30 ans, je siégeais à la Commission des libertés publiques du Parlement européen. C'est très ancien, dites, c'est mon âge. Hein. Oui. Doucement, hein. Ah bon, pardon, vous n'étiez pas né, Florian. Bon, et beaucoup de débats,
pratiquement à chaque session, chaque réunion de la commission, tournait sur, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais tournait sur le contrôle d'Internet. Et les écologistes, les socialistes, l'extrême centre disaient « il faut contrôler Internet », je cite, « contre les pédophiles, les révisionnistes et les racistes ». Alors, si vous voulez, on mettait déjà les enfants en avant pour mettre en place une censure. Et alors, figurez-vous que parmi les gens qui siégeaient et qui mettaient en avant la défense des enfants, il y avait Daniel Cohn-Bendit et Olivier Duhamel. C'est vous dire la préoccupation que ces gens-là pouvaient réellement avoir de la santé des enfants et des risques des enfants par rapport à la pédophilie. Et bien là, on nous refait le même coup. Ah, on va censurer, on va contrôler les réseaux sociaux, on va savoir qui va sur les réseaux sociaux, on va prendre des cartes d'identité pour aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? En mettant en avant les enfants. Les enfants sont instrumentalisés dans cette affaire au service de la surveillance et de la restriction des libertés. Olivier Duhamel, on rappelle, c'est la sordide histoire qu'on peut retrouver dans La Familia Grande, livrée par Camille Kouchner. Et Daniel Cohn-Bendit, c'est cet homme qu'on voit encore partout dans les médias qui trouvait formidable de se faire ouvrir la braguette par des petits-enfants. Voilà. Ce sont les défenseurs des enfants. Les défenseurs des enfants. Oui, et Olivier Duhamel, effectivement, pratiquait la sexualité avec un enfant de moins de 13 ans qui était son beau-fils, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Un homme extrêmement recommandable, mais qui se souciait tout de même de contrôler Internet contre la pédophilie. Oui. Oui. Finalement, on peut le voir, cette mesure demandée et louée par Emmanuel Macron, c'est un peu effectivement le cheval de Troie de la censure globalisée ensuite des réseaux et de la fin de l'anonymat sur Internet aussi, très vraisemblablement. Et d'ailleurs, justement, il y a un an, on entendait la ministre chargée du numérique, Madame Clara Chapaz, qui parlait déjà d'outils qui devaient être nécessaires pour les plateformes des réseaux sociaux. On l'écoute, c'était il y a un an, mais le propos est tout à fait d'actualité. Des millions de Français se connectent tous les jours, des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? C'est une opinion qui déplaît au gouvernement, voilà, ou à l'extrême centre. Et elle est interrogée par M. Snegarov, qui avait sorti un nombre d'inepties extrêmement élevé lors des élections américaines, notamment. On s'en souvient. On s'en souvient sur C'est un de nos bons clients, c'est un de nos bons clients. Oui, on aime bien nos bons clients. On aime bien nos bons clients, on les cite régulièrement. Alors, reste à savoir, effectivement, quels seront les réseaux sociaux qui seront interdits d'accès aux moins de 15 ans, parce que, pour l'instant, on ne le sait pas. Et je trouve ça aussi peut-être encore plus effrayant que cette loi soit passée sans même qu'il y ait de contours très définitifs. Alors si on nous explique dans l'article de 20 minutes quand même que la liste noire des plateformes concernées sera déterminée par le gouvernement dans un décret en Conseil d'État avec l'avis de l'Arcom. Ah bah ça rassure. Voilà, rassuré. Ah bah ça rassure. Sachant le lien en plus entre l'Arcom et le Conseil d'État, puisque c'est le directeur général de l'Arcom vient du Conseil d'État. Il a siégé au Conseil d'État avant pour prendre des décisions validant des décisions de l'Arcom. Donc on voit, vous voyez, c'est l'État profond. C'est l'État profond. Là, je parle en l'occurrence de M. Denervaux, oui. Qui est très proche, ou plus exactement, dont la femme est très proche des groupes Soros. Voilà, ça nous rassure, ça nous rassure. La question à laquelle je veux bien que vous répondiez dans les commentaires, chers téléspectateurs, c'est finalement, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux ou interdire les portables pour les enfants, ou alors tout simplement ne pas interdire et laisser les parents décider et agir pour le futur de leurs propres enfants? Je vous laisse me répondre juste en dessous. Voilà. Et on recommence nos pastilles de l'information en vous parlant à nouveau de l'affaire Morandini qui reste vissée sur son siège à CNews alors que là, la crise est quand même déclarée. On a cet article de Marianne. L'immense majorité des salariés de l'écosystème naviguent entre dégoût et écœurement. Un article de Les Jours maintenant.
Mais si demain je dis que j'aime pas le fait qu'il soit maintenu, je me fais virer. C'est un propos non sourcé d'un des journalistes de CNews. On a Le Parisien lâché par les stars de CNews, boycotté par le RN. Jean-Marc Morandini peut-il tenir encore longtemps ? Elisabeth Borne, qui était interrogée sur ce boycott, disait que si elle était invitée, elle n'irait pas et que ce serait une bonne idée que ce soit la règle. Les militants d'Éric Ciotti sont appelés également à ne pas se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Le Huffington Post pose cette question et je vous la pose aussi, Jean-Yves, à travers ce média. L'affaire Morandini va-t-elle mener la cocotte minute CNews jusqu'à l'implosion ? Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette affaire. D'abord, CNews est un élément essentiel du dispositif des médias pluralistes. Bon, et de même qu'il y a les médias alternatifs, les réseaux sociaux, il y a aussi besoin de ce type de médias. Et c'est pas pour rien qu'ils sont attaqués violemment. C'est un peu d'ailleurs une réplique de l'attaque violente qui a été livrée sur le service public, notamment par la commission Lalonde. Donc c'est un peu, il y a une guerre, en fait, c'est un élément de la guerre. Alors là, les médias mainstream, ils vont à fond en s'adossant sur un dossier quand même troublant, à savoir la condamnation pour des faits graves de Morandini, et qui a peut-être fait émerger, qui prête le flanc pour se faire battre, et qui a peut-être fait émerger des problèmes dans la gestion de CNews, et notamment par rapport à certaines lignes imposées par la direction, qui parfois étaient peut-être un peu lourdingues, on va dire. Voilà. Je pense en particulier que la manière dont CNews a défendu les actions de l'État d'Israël a peut-être été quand même un peu grossière parfois et mal supportée. Donc je pense que l'affaire Morandini est venue se surajouter à quelque chose de déjà existant. Ceci étant, je crois que quand ils annoncent le départ des stars de CNews, je vois pas ni Kelly, ni Bock-Côté, ni Charlotte Dornelas ne sont partis, à ma connaissance, et Sonia Mabrouk va probablement partir parce qu'elle va partir en congé maternité. Voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est des gros chaos, mais dont ils vont sans doute survivre, voilà, qui ne nous empêchera sans doute pas de survivre. Qui sort, c'est que ce serait quand même un peu la guerre dans les couloirs. Hein. Oui, il y a sûrement une ambiance un peu délétère. Oui, voilà. Bon. Parlons maintenant de Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien. Il a tweeté ceci. Ceci est censé être du journalisme. Facho! Votre stupidité est un appui. Personne doté d'un cerveau n'a envie de vous ressembler. De quoi parle-t-il, Jean-Yves ? Il parle de cette une de Marianne, qui a titré LFI la folie racialiste, effectivement en mentionnant aussi le fait que Jean-Luc Mélenchon a parlé donc de la lutte des classes jusqu'au grand remplacement, puisqu'il a dit ceci: LFI doit incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement. C'était pour la campagne des municipales qu'il a déclaré ceci. Cette une, avant de vous donner la parole, Jean-Yves, je trouve qu'elle a des similitudes un peu avec des unes qu'on peut retrouver dans Libération. Je vous laisse commenter cette situation assez drôle. C'est assez plaisant, c'est un peu l'arroseur arrosé. Alors on dit encore, il y a un livre qui vient de sortir sur Renaud Camus, on invite les auteurs du livre sur Renaud Camus alors qu'on n'invite jamais Renaud Camus, et on a reproché à Renaud Camus d'avoir avancé la théorie, entre guillemets, racialiste du grand remplacement. À partir du moment où Mélenchon reprend le grand remplacement en l'inversant, parce que lui, il trouve ça formidable, c'est assez logique qu'on dise qu'il est racialiste. Bon, la vérité, c'est qu'il existe des différences de population et que, effectivement, Renaud Camus les a constatées, ceux qui se préoccupent de l'immigration l'ont constaté, et Mélenchon l'a constaté pour s'en féliciter. Mais voilà, donc il a tort de protester, le petit chéri. Place maintenant à un phénomène
peut-être plus léger. C'est le for sure de Macron qui a été prononcé au forum de Davos. For sure qui signifie absolument, n'est-ce pas, pour les non-anglophones et ceux qui n'aiment pas entendre ce terme. Il sortait de la bouche d'Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder une petite vidéo de 20 minutes et vous verrez quel est leur point de vue sur la question, parce que c'est devenu un phénomène assez mondial presque. It's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Retenez bien ces deux mots car ils passent en boucle sur les réseaux sociaux. Après le buzz mondial de ces lunettes de soleil, c'est la nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron à Davos qui fait parler tout le monde. En quelques jours seulement, l'expression « for sure » à traduire par « bien sûr » a été remixée à toutes les sauces sur les platines des DJ. For sure. For sure. For sure. Mais derrière les déclinaisons musicales se cache pourtant un vrai message. Ce « for sure » répété en boucle par Emmanuel Macron est une réponse aux menaces de Donald Trump. Pour beaucoup d'internautes, c'est ainsi devenu un mème de résistance face aux coups de pression américains. Vous l'aurez compris, ce gimmick d'Emmanuel Macron est partout, mais ce n'est pas la première fois que le président français inspire les internautes. Entre la poudre de perlimpinpin et son célèbre « C'est notre projet », le président finit toujours par devenir un mème, qu'il le veuille ou non. Ce qui est passionnant là, Jean-Yves, c'est qu'on parle de buzz. Mais il ne faut pas oublier que dans buzz peut aussi y avoir bad buzz. Il n'y a pas que des good buzz. Pardonnez-moi pour cet enchaînement de termes anglophones. Et puis, surtout, 20 minutes dit que c'est une réponse, une résistance face à Donald Trump. Cette citation du for sure, ça ne leur passe pas 2 secondes dans la tête que ça peut aussi être un sujet de moquerie, en fait, cette espèce d'accent anglais d'Emmanuel Macron au forum de Davos. Et que le premier acte de résistance d'un chef d'État français, c'est de parler français. Surtout quand on parle très mal anglais. Parce que Chirac parlait très mal anglais, c'est normal, je parle aussi très mal anglais, c'est une affaire de génération. Sauf que Macron, il est d'une autre génération et il continue de parler aussi mal anglais. Alors, je ne vais pas critiquer les gens qui parlent mal anglais, mais dans ces cas-là, il faut mieux parler français. Mais voilà. Moi, quand j'ai parlé au forum de la remigration, j'ai préféré parler en français. Au sommet de la remigration avec un traducteur pour pas infliger un anglais pitoyable à mes auditeurs. Voilà. Et Macron, il fait le malin en annonnant une langue dont il ne maîtrise pas tout à fait les accents, en tout cas. Mais c'est un problème de souveraineté aussi. Et c'est un problème de souveraineté, évidemment. C'est un problème de souveraineté. Alors d'ailleurs, à propos de ces lunettes qui n'ont décidément pas fini de faire parler d'elles, eh bien, figurez-vous que le syndicat des lunetiers du Jura affirme que les montures de lunettes de soleil d'Emmanuel Macron ne sont pas made in France. Catastrophe patatras. On conclut là-dessus, Jean-Pierre. Oui, alors écoutez, c'est une information que vous avez trouvée sur France Info. Alors pour une fois, on va dire bravo France Info. Voilà, il faut savoir être fair play, comme on dit en anglais, c'est ça. Comme on dit en anglais. Ouais. Crise des logements. Le Monde fait cet article « Discrimination raciale dans l'immobilier ». Près d'une agence sur 2 épinglée par SOS Racisme. Et donc, réaction immédiate d'Aurore Berger. Tous les agents immobiliers suivront une formation obligatoire. Ouais. Alors, en attendant le camp de rééducation. Moi, je mettrais les agents immobiliers en camp de rééducation. Je vois que vous êtes quand même beaucoup plus ferme. Plus sérieux, oui. C'est de la demi-mesure, là, la formation obligatoire. Non, camp de rééducation. Alors, que s'est-il passé exactement, Jean-Yves? On va expliciter ça un peu plus à nos téléspectateurs. Alors, il y a eu un testing de SOS Racisme. Je lis un extrait de l'article de RTL, c'est encore un mot anglais. Le testing, donc, de SOS Racisme en 2025 sur 198 agences. Sur ces 198 agences, le constat est sans appel. 48,48% ont joué le jeu quand de faux propriétaires demandaient exclusivement des locataires européens pour éviter des problèmes de voisinage. Et alors, ce qui est amusant, c'est que du coup, les agences d'immobilier ont été interrogées. On leur a dit, vous êtes quand même très méchants de suivre ces recommandations racistes qui vous sont demandées par les propriétaires. Et ils ont dit, non, mais le problème, ça vient pas de nous, ça vient des propriétaires qui font ce genre de demande. Parce que de toute façon, même si on applique la loi en refusant la discrimination, la décision finale leur revient. Donc, si le propriétaire est raciste, on ne peut rien faire. Ce qui est en fait une façon de se dédouaner assez incroyable. Un rappel des droits de l'homme, peut-être oui, alors, les droits de l'homme, je cite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les droits de l'homme sont la liberté, la
sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Eh bien, la liberté, la propriété est une liberté. Et quand on a une propriété, on peut la garder pour soi, on peut la prêter pour ses enfants, et puis on peut la louer. Mais on a le droit de choisir son locataire en fonction de critères qui sont pertinents ou non, en fonction de l'expérience qu'on a pu avoir, en fonction des connaissances statistiques qu'on peut avoir. C'est une liberté. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi liberticide qui s'appelle la loi Pleven, mais qu'il faut abroger, voilà, et respecter la liberté des propriétaires. Si on fait ça, on va aggraver la crise du logement, parce que les locataires, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pas louer, voilà, et on va retirer des logements du marché. Tout à fait. Déjà que l'investissement locatif n'est pas l'investissement qui rapporte le plus aujourd'hui, tant il est taxé, mais si en plus le logement est rendu dans un état insalubre, cela complique, vous comprendrez, ce travail de génération et de transmission que l'on peut faire quand on possède un logement. Toujours est-il que Rokhaya Diallo, elle a été interrogée sur France Info et elle avait un point de vue sur cette question. Elle déclare ceci: tout être humain, en théorie, doit avoir le droit de s'établir à un endroit où il n'est pas né. Alors elle réagissait à l'immigration en France et si la France peut s'en passer. Moi, ça me fait penser un peu à la théorie du coucou, vous savez, qui s'installe dans le nid d'autrui. Le coucou, il prend ce droit-là. Toujours est-il que Rokhaya Diallo, peut-être son erreur, c'est qu'elle place le droit de s'établir avant le devoir de s'intégrer quelque part. Jean-Yves, est-ce que... on va d'abord commenter le petit texte de présentation de France Info, où il est dit Rokhaya Diallo rappelle. Elle ne rappelle pas, elle affirme, elle déclare, c'est son opinion, c'est pas un rappel qui sort d'on ne sait où. Mais par contre, on sait d'où sort Rokhaya Diallo. Elle sort des officines démocrates américaines. Dans les années Bush et Obama, elle était soutenue par l'ambassade américaine, par les milieux progressistes américains qui voulaient faire émerger en France des agents de la diversité. Ce qu'elle est d'ailleurs passée au Guardian, qui est exactement dans la même mouvance idéologique. Alors, Jean-Yves, quelques chiffres quand même qui sont donnés par France Info, c'est que désormais on estime que les étrangers sont 4,5 millions à résider en France de façon régulière. Sans compter les enfants mineurs. Sans compter les enfants mineurs. Et d'ailleurs, on a ce graphique de Marc Vanguard que je vous mets à l'image qui nous démontre que les entrées légales annuelles ont doublé en 20 ans et qu'elles battent record sur record sur record, puisque en 2025, on a eu 376 000 titres de séjour délivrés. Un dernier petit commentaire, Jean-Yves, avant de passer à la dernière pastille. Monsieur Retailleau a fait 2 fois mieux qu'un ministre socialiste de Hollande et 3 fois mieux qu'un ministre socialiste, M. Vaillant, on en avait parlé récemment, de M. Jospin. Voilà. Donc, beaucoup de bruit, peu de résultats. Fera même encore mieux que son prédécesseur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une raison simple, c'est qu'en fait, le ministre, c'est pas lui qui décide, ce sont les juges. Les juges du Conseil constitutionnel, les juges du Conseil d'État, les juges de la Cour nationale du droit d'asile. Donc le ministre, il parle, les juges, ils font entrer les étrangers. Et enfin, Jean-Yves, pour cette dernière pastille, vous avez un coup de chapeau à faire à un magazine qui a produit un article sur TV Liberté, puisque c'est l'un des seuls médias à avoir parlé de la débancarisation dont a été victime TV Liberté. Vous n'êtes pas sans savoir que nos banques nous ont virés et que cela nous a plongé dans de grandes difficultés. Je vous laisse présenter ce magazine. Oui, alors ce magazine est intéressant parce que censure la tentation totalitaire et vous voyez à quel point il est épais. Et malheureusement, il est épais parce qu'il y a une matière extrêmement épaisse. Ils font le top 30 dans lequel figure TV Liberté, mais aussi l'Institut IAD et d'autres organismes. Le top 30 des victimes
de la censure et du sous des formes diverses. Ça peut être un compte YouTube qui est fermé, ça peut être une manifestation qui est interdite, une réunion qui est interdite, ça peut être un procès pour délit d'opinion, et puis ça peut être, et c'est quand même une des choses les plus perverses, je pèse mes mots, la débancarisation qui a touché TV Liberté et qui touche pas mal d'organismes. Voilà. Et alors là, on est dans l'arbitraire le plus total, puisque la banque n'a pas à se justifier. On est dans un état de droit, il nous raconte. Mais la banque, elle vous compte les comptes sans aucune raison, ou plus exactement, quand on voit la liste des victimes, pour des raisons politiques, ce qui est une discrimination politique interdite par la loi Pleven, que moi je veux abroger, mais qui au cas particulier n'est pas appliquée, parce qu'elle n'est appliquée que quand il s'agit de servir la cause du camp du bien, mais pas pour défendre le camp du mal. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce numéro d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, il est nécessaire de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous, pour réagir à cette émission. N'hésitez pas à dire qu'on a dit trop d'anglicisme, on s'en excuse d'avance auprès de vous. Et puis, Jean-Yves, on ne quitte pas nos téléspectateurs sans leur annoncer le portrait piquant de cette semaine, qui est une rediffusion consacrée à Pascal Praud. On a parlé de CNews. On est dans l'actualité CNews, voilà. Aujourd'hui, parlons du journaliste qui fait monter les audiences. J'ai nommé Pascal Praud. Pascal Praud est un pur produit nantais. Né en 1964, il y passe son enfance et se prend d'amour pour le football et le FC Nantes. Devenu une vedette des médias, Pascal Praud profite d'un climat politique troublé et d'une censure grandissante pour faire grimper allègrement les audiences, aussi bien sur CNews que sur Europe 1. Il y restera une vingtaine d'années, animant l'émission Téléfoot aux côtés de Thierry Roland. Parallèlement, il rejoint RTL et participe à l'émission On refait le match et présente ensuite, toujours dans le football, Tir au but. En janvier 2008, il quitte le monde du journalisme pour devenir directeur général du Football Club de Nantes, où il restera 2 ans. Il retourne alors au journalisme sportif et rejoint iTélé pour présenter l'émission L'œil de pro, puis 13h foot et 20h foot. Côté RTL, il rejoint le multiplex RTL L'équipe, ainsi que l'émission Le Grand Match de Ligue 1. Lorsqu'à la rentrée 2012, Eugène Sacomano prend sa retraite, Praud devient le chef de file de On refait le match. Virage, à la rentrée 2014, il remplace Léa Salamé à la présentation de l'émission de débat politique Ça se dispute sur RTL, à laquelle participent Éric Zemmour et Nicolas Domnac. À partir de novembre 2016, c'est l'heure des pros sur CNews. La liberté de ton du programme et un plateau qui penche un peu plus à droite que dans les émissions concurrentes rencontrent un vrai succès. L'émission était fin 2019 la plus regardée de la chaîne, réunissant 200 000 spectateurs. Il a fait bien mieux depuis. Il quitte RTL en 2023 pour rejoindre la tranche du midi d'Europe 1 pour animer Pascal Praud et vous. À la rentrée 2023, il signe également une chronique dans le Journal du Dimanche. Il est attaqué dans Le Parisien du 21 mars 2020 par Claude Askolovitch, je cite. « C'est un homme cultivé, sympathique, mais par cynisme ou gloriole ou par conviction idéologique, il organise le pire du cirque médiatique. » Fin de citation. Il sera défendu par Elisabeth Lévy dans Causeur du 2 octobre 2023. Je cite. CNews ne donne pas de leçons de maintien et ne dit pas aux gens qu'ils ne vivent pas ce qu'ils vivent. C'est la véritable raison de la haine que certains vouent à Praud et à CNews. Remettre en cause le magistère moral que la gauche culturelle s'était indûment auto-décerné. Fin de citation. Mais la principale raison de son impopularité relative est sans doute son succès à la rentrée 2023. Son émission L'heure des pros 2 connaît un écho grandissant et rassemble ainsi plus de 900 000 spectateurs le 10 octobre 2022, atteignant une audience de 4,4% et dépassant très largement Laurent Ruquier sur BFM TV à la même heure. Insupportable pour le petit monde libéral libertaire, et disons-le aussi, un peu rassurant.